Ladies and gentlemen, children of all ages. Et je vais pas faire la suite de la catchphrase parce que honnêtement mon accent anglais est pitoyable. J'espère que vous allez bien. On est jeudi soir, c'est bien Sac au Sketch et pas c'est quoi tes pronoms. Hein. J'ai fait le famoso oubliage de renommer le truc. Déjà, estimons-nous bien, on est content, on est bien dans la catégorie podcast. Enfin voilà, on a le nom. Est-ce qu'on a le déclan? On a le déclan. On a le déclan. Il y a le son, il y a pas de souci. Ça c'est une erreur que je ne fais quasiment plus. On était justement en train de parler avant que l'émission commence de l'ancêtre un peu de Sac au Sketch qui était le podcast. Et je disais que si on avait à l'époque la qualité technique au niveau micro qu'on a maintenant, on n'aurait probablement jamais arrêté. Donc peut-être que dans un monde parallèle, dans le multivers, il y a un podcast qui est devenu super célèbre, on a tous des tas de thunes, on roule en Bentley, enfin on nous roule en Bentley, on n'a même pas besoin de rouler nous-mêmes, c'est les gens qui nous amènent. Mais bon, le multiverse pour l'instant, s'il existe, on n'y a pas accès. Et vous êtes bien avec nous sur Twitch. Bon, cette intro de 15 plombes étant finie, comment ça va Declan? Eh ben, ça va mieux aujourd'hui. J'ai eu des petits soucis de santé en vrai depuis lundi en gros. Rien de très grave, mais plutôt embêtant. Et disons que j'étais pas très très actif, mais là ça va un petit peu mieux, même si j'ai encore un petit peu mal, mais c'est pas très très grave en soi. Alors, comme on disait aussi avant l'émission, moi c'est pareil, c'est le dos qui a posé problème, c'est un problème récurrent, si vous vous rappelez déjà l'époque du podcast, et c'est pour ça que des fois je tire un peu la tête, ça n'a rien à voir avec le sujet de l'émission, sauf si on est en train de parler de Vince McMahon. Ceci étant dit... Attends. Hogan aussi. Oui, mais là, on parle plus trop de lui, donc ça va. Bah ouais, mais en vrai, bon, il y a des trucs qui sont vraiment pas bien avec lui, mais... Enfin, c'est con à dire, mais je pense que Hulk Hogan a encore été plus bénéfique au catch que l'a été Vince McMahon. Parce que Hulk Hogan a tellement atteint un niveau de pop culture et de connaissance par le grand public que... S'il n'y avait pas eu Vince McMahon, il n'y aurait pas eu Hulk Hogan. Oui, bien sûr, mais c'est un peu le... Comment dire, c'est un peu l'exemple du personnage ou de la marque, si on veut, qui est devenue tellement populaire qu'elle est plus connue que le truc en lui-même, tu vois. Mm-hmm. Genre, c'est un peu très capillotracté, mais toi, quand tu bois du coca, est-ce que tu dis je bois du coca ou tu dis est-ce que je bois du cola? Même quand c'est pas du coca que tu bois. Je sais pas, je bois pas de la sous-marque. Dès qu'on m'en propose, j'en bois pas. Ah putain. À part comprends. Oui, mais c'est pas une sous-marque. Non, mais voilà, il y a que le Pepsi, que je bois que du coca ou du Pepsi. La sous-marque, Bon, on va dire 90% des gens, sauf ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Si tu leur dis tu veux c'est pareil, tu leur dis tu veux du coca, on va pas leur demander tu veux un soda ou tu veux du cola, alors que le nom officiel c'est cola. Bah le Kogan c'est pareil. Moi je dis souvent tu veux du soda. Hein. Bon ok d'accord admettons, mais bon les gens normaux, hashtag les gens, ça font les trois cas. Genre le gars, genre je suis un alien quoi. Oh, pas loin quand même, hein, pas loin quand même. Non, van à part, ce que je veux dire, c'est que Hulk Hogan est devenu tellement connu qu'il dépasse le simple catch. En quelque sorte, c'est un peu comme Christophe Ajus qui est devenu plus over au niveau WWE que certains workers de la WWE en France, en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je comprends. Mais oui, après, effectivement, Hulk Hogan n'est pas... Quoique, alors, ce que je veux dire, c'est très con, hein, c'est vraiment mettre avec des grosses guillemets, mais les casseroles qu'a Hulk Hogan, sont quand même moins graves que les casseroles de Vince McMahon. Hulk Hogan, au pire, c'est un vieux mec dos de droite un peu raciste. Vince McMahon, c'est quand même encore pire, quoi. C'est pas faux. Voilà. Sur cette transition transitif, je te propose qu'on attaque. Ouais. On a un bon programme aujourd'hui, plutôt sympatoche. Il y a pas eu, en fait, on va pas se mentir. C'est pas la semaine où il y a eu le plus d'informations, mais il y a quand même des trucs très intéressants quand même qui sont sortis cette semaine et du coup on a pas mal de trucs à traiter du côté de WWE et de AEW où ça bouge également pas mal. Du côté de WWE, du côté de NXT d'abord, on a appris un petit peu de choses cette semaine et il y a également des infos qui sont sorties sur la blessure de Sol Ruka. Ce qu'on a appris lors du show télé de NXT surtout, c'est que il y a une personne mystère qui attaque le roster féminin, notamment qui a attaqué Wendy Choo, Nikita Lyons et Sol Ruka. On sait pas trop qui c'est encore, mais en fait, il y a une vidéo teasant une silhouette de dos avec une capuche qui analysait, qui regardait un petit peu tout ça et qui scrutait un petit peu les catcheuses. C'est Mustafa Ali. De NXT. Ah non, pardon, j'ai 3 ans de retard. C'est vrai que c'est très similaire à la storyline du hacker de SmackDown d'il y a quelques années. Mais en vrai, je me demande même s'ils ont pas réutilisé les mêmes trucs.
Comment? J'ai même l'impression qu'ils auraient utilisé même le même. Alors, ça me paraît bizarre parce que vraisemblablement, ça devait être vraiment un mec lambda qui filmait et puis ils ont rajouté la voix en post-prod. Mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même utilisé le même setup en fait. Ouais, mais C'est. en fait, ils ont peut-être recyclé la storyline tout simplement, ouais. Parce que la storyline, concrètement, à SmackDown, elle a jamais rien donné. Bah oui, mais sauf que par la suite, Mustafa Ali avait dit quand il était devenu le leader de Rétribution que c'était bien lui en fait. Ils avaient rattrapé le truc vite fait. Concrètement, c'est quand même du recyclage de story, hein, quand même, hein, au moins la base, quoi. Oui. Après, quoi. Mais c'est vrai que ça fait un moment qu'il y a un compte Twitter, notamment, qui s'appelle NXT Anonymous et tout ça, qui circule. Ça a peut-être un lien avec tout ça. Mais j'aime bien, alors c'est bizarre vu que du coup c'est Michaels qui gère si j'ai bien compris, mais c'est marrant, ça me fait vachement penser au boulot de Triple H quand il a pris le contrôle, la façon dont il a réintroduit, du coup, et je sais même pas ce qui vient, mais Bray Wyatt, il y avait aussi ces histoires de QR code, de petits trucs dans les backstage. Je pense qu'ils ont à peu près la même vision des choses et c'est pour ça que ça marche bien, quoi. À mon avis, ils doivent peut-être même bosser ensemble sur certains trucs. Hein. Oui, c'est possible. Parce que c'est... Ils ont quand même globalement la même vision des choses, en fait, aussi. Hein. Parce qu'ils ont tellement bossé longtemps ensemble que je pense que... Après, ils ont chacun leur point de vue, hein, mais je pense que ça y fait, en fait, qu'ils se connaissent, le fait qu'ils se connaissent bien et tout ça, quoi. C'est fou, en fait, quand tu mets des personnes qui sont moins déconnectées, on va dire, de la réalité, à quel point tout de suite ça change. Hein. D'ailleurs, en parlant de gens moins déconnectés, ça c'est une petite info que j'ai en supplément, que j'en ai pas parlé sur le compte Twitter de My Wrestling News, mais par exemple, l'ambiance qui était en backstage de Backlash, elle a jamais été presque aussi bonne et saine et reposée. En fait, il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de truc. Et bizarrement, quand il n'y a pas de stress en backstage, bizarrement, les choses sont bien. Tu vois. Ah, c'est clair que Backlash était vraiment sympa. Hein. Il y avait un petit côté, rafraîchissant en fait. Même si, alors c'est vraiment pour chipoter. Mais un truc que j'ai regretté, c'est que quand ils ont fait le SmackDown juste avant, ils avaient réussi à avoir un plan mais complètement ouf. Ça devait être en drone, j'imagine, filmé du haut. Et tu voyais à quel point la salle était énorme. J'ai vu le plan. Et ils ont pas refait la même pour le pay-per-view. Il y a même des comptes de NBA, notamment Trash Talk, je sais pas si tu connais peut-être de nom. Oui, de nom, ouais. Il a repris la vidéo en disant c'est le futur de ce qu'il faut filmer et la NBA devrait s'en inspirer, tout ça, enfin. Mais la WWE a toujours été très très visionnaire hein, sur le côté spectacle et tout ça, donc... Bah même, alors je crois qu'ils l'ont pu, mais à un moment quand ils utilisaient les caméras qui appartenaient à la Fox pour filmer en... Ouais, les caméras 4K là, putain. Ouais. C'est incroyable ces caméras. Hein. Ah ouais, non, l'image est ouf. C'est vraiment pas mal. Et puis en plus, surtout le. Utilisent en NFL, ça, les caméras 4K comme ça, là, quand ils vont sur le terrain et tout ça, filmer les joueurs pour les interviews, tout ça, c'est incroyable. Surtout que le catch, c'est quelque chose qui est très visuel. Et à l'époque, bon, je sais qu'on s'était foutu de ma gueule, mais bon, en même temps, c'est des personnes qui n'étaient pas trop connaisseuses, qui s'étaient foutu de ma gueule quand j'avais dit que le HD avait permis plein de trucs. C'est pas compliqué. Vous regardez le passage de l'ancienne, on va dire l'ancienne école sans vraiment de caméra HD au passage caméra HD. Dès que la caméra HD arrivait, ils ont commencé à jouer beaucoup plus avec les émotions, avec les... C'est bien, et si on passe au 4K, il y a moyen qu'il y ait un problème génial, quoi. J'imagine dans 2-3 ans, là, quand les caméras 4K là, coûteront un petit peu moins cher, qu'il y en aura partout, parce que même pour la WWE, c'est très très cher des caméras comme ça, tu vois. C'est pour te dire à quel point c'est extrêmement cher. Mais quand dans 2-3 ans, elles coûteront moins cher et qu'ils équiperont que des caméras comme ça, t'imagines la qualité d'image que ça va être de fou. Ah bah clairement, pour l'instant, c'est pas encore rentable. J'avais justement... Les caméras sont beaucoup trop chères, quoi. Puis il suffit que t'aies des problèmes avec, enfin que t'es obligé d'en racheter, enfin... Ouais, c'est beaucoup trop cher. Oui, c'est pas rentable encore. Ah non, clairement pas. Non. Puis c'est surtout qu'il y a peu de gens qui regardent en 4K aussi. Oui, faut être honnête. Mais bon, après, même la caméra 4K qu'ils utilisent pour des fois, ils l'utilisent à SmackDown, surtout, tu voyais la différence. Parce que t'avais pas juste la qualité de l'image, je crois que t'avais aussi une question de fluidité, en fait. Ouais, tout, hein, globalement. Même le son, bon après c'était pas vraiment pour filmer du son à ce moment-là, enfin pour ça filmait pendant les entrées, je veux dire, on n'entendait pas de promo et tout ça, mais même la qualité du son est forcément ressort mieux et tout, enfin tout est mieux en fait. Après pour vous donner une idée, imaginez un peu quand vous avez commencé à voir les premières avant qu'il y ait des télé HD, quand vous avez commencé à regarder des DVD sur les anciennes télés. C'est quand même le monde et le jour et la nuit par rapport au VHS alors que la télé était la même. T'as qu'à regarder les vieilles webcams rondes là, tu sais, de Logitech là. Ouais. Bah, aussi con que ça puisse dire, en plus je crois qu'on a la même si je dis pas de conneries, mais c'est la C920, c'est ça? Ouais.
Ouais, on a la même. D'ailleurs, je m'excuse pour les petits glitches. Comme j'ai expliqué, j'ai des problèmes avec les périphériques de mon PC, c'est pour ça que ça glitch un peu. Non, ce n'est pas moi, NXT Anonymous, ne me demandez pas, c'est simplement vraiment un bug de mon PC. Mais oui, effectivement, même quand on regarde au niveau de la qualité, il y a 2 ans en arrière, on n'avait pas des caméras comme ça, quoi. Il y a 2 ans en arrière, pour avoir une qualité comme ça, fallait justement acheter des appareils qui coûtaient 400-500 balles, alors que si je dis plus de conneries, je crois qu'elle a... 920, c'est un super rapport qualité. Ouais. Vraiment, On n'est pas sponsorisé, hein, c'est juste pour vous donner une idée par rapport à l'avancée des technologies. Ouais. Bon, on Enchaînons. retourne à NXT avec Sol Ruka, on en avait parlé de sa blessure assez grave la semaine dernière, peut-être même la semaine d'avant, je sais plus. En tout cas. On en parle un peu depuis quelques semaines, ouais. Il faut savoir qu'avant sa blessure, la WWE planifiait de la mettre en tag team avec Dani Palmer. Ça, j'en ai parlé la semaine dernière, parce que ça me semblait presque évident en vrai. Surtout qu'elles avaient déjà évolué à NXT Level Up en tag team. L'idée était d'en faire une tag team top face et les 2 femmes devaient aller chercher les titres féminins de tag team. Bon, bien sûr, ça se fera pas, au moins avant un petit moment. Mais voilà. Mais on comprend mieux en fait, du coup, le style un peu de catch de Dani Palmer qui est assez proche de celui de Sol Ruka. Et du coup, même physiquement, en fait. Hein. Ouais. Même physiquement. Alors, je sais pas si c'est juste la gimmick ou quoi que ce soit, mais c'est un peu con, mais c'est vraiment l'image que je me fais d'une surfeuse, en fait. Mais on sent que ça a été travaillé pour qu'elles soient en tag team aussi, quoi. Tu vois, ouais. C'est dommage, du coup, que là, ça fait un peu remplaçante, en fait. Ouais, un petit peu, mais bon, après, ils ont vraiment le choix. Du coup, non, ils font avec ce qu'ils ont. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de blessures du côté des NXT ces derniers temps, donc ils sont un petit peu forcés de gré de lancer des nouvelles stars, quoi. Et voilà, mais c'est pas plus mal, entre guillemets. Je veux dire, ça ouvre des portes à d'autres talents qui attendaient, et c'est bien. Disons que c'est dommage parce que dans le cas présent, la gimmick est tellement similaire et le style de catch est tellement similaire qu'en fait, tu peux les intervertir, en fait. C'est un peu dommage. Mais par contre, on sent que du coup, ça a été travaillé dès leur formation, en fait, de les foutre en équipe, quoi. Parce qu'on sent qu'elles ont été formées pareil, en fait. Je pense qu'elles ont à peu près globalement le même moveset et tout ça, enfin, donc du coup. Ouais, il y a. Mais c'est un exemple de pas de peau, en fait. Ah bah là, les blessures, de toute façon, c'est. Voilà. Hein. Pour les connaisseurs, j'appelle ça faire une Teen Wolf. Je vais expliquer pourquoi, t'inquiète pas, Declan. En fait, la série Teen Wolf, ils ont fait le coup plusieurs fois. C'est arrivé que certains persos importants de la série partent, et que du coup, l'année d'après, donc la saison suivante, t'as un autre personnage qui arrive, mais qui grosso modo remplissait la même fonction que le personnage qui était parti, en fait. C'est Teen Wolf, certains personnages, c'est vraiment des archétypes, en fait. Et du coup, quand un tel acteur partait, l'année d'après, t'avais un personnage qui reprenait le même truc, et du coup, t'avais l'impression que c'était juste le remplaçant, quoi. Et c'est un peu ce qui se passe, du coup, avec Sol Ruka et Dani Palmer. Un jour, j'arrêterai de faire des analogies pétées entre le catch et les séries télé, mais pas aujourd'hui. Ah, par contre, il y a un taf de fou qui est fait du côté du catch féminin à WWE. Hein. Ouais. En tout cas, du côté d'NXT, vraiment. Ouais. Les catcheurs masculins, on sent qu'il y en a certains qui arrivent déjà avec de l'expérience. Mais les féminins, globalement, c'est des catcheuses qui forment plus. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plus de catcheuses vraiment formées de zéro qui fonctionnent, en tout cas, qui arrivent sur les écrans d'NXT, tu vois. Si je dis pas de conneries, la dernière catcheuse non formée par NXT qui était d'extérieur, c'était Taya Valkyrie. Hein. J'ai pas d'autres souvenirs. Après, peut-être, sauf si tu comptes les arrivées d'NXT UK, mais depuis elle, j'ai pas d'autres souvenirs de grosses signatures. Après, des catcheuses qui ont fait du catch en indé avant, qui marchent, t'as Roxanne Perez, t'as Cora Jade, c'était quand même des catcheuses. Oui, mais elles sont arrivées après. T'as Rhea Ripley, t'as... Ouais, non, mais Rhea Ripley, elle était déjà depuis Perpète quand Frankie Monet / Taya Valkyrie est arrivé. Par contre, des catcheuses qui sont formées de zéro, il y en a plein, quoi. Bianca Belair, elle était formée de zéro, Charlotte Flair, pareil. Il y en a plein, hein. Ils en ont vraiment beaucoup plus que des catcheurs masculins, en tout cas, qu'on marche. Oui, justement, c'est ce que je te disais. Quand je disais ça, c'était dans le sens, effectivement, il n'y avait pas de... Qui est fait du côté roster féminin à NXT, quoi. Mais en fait, le roster féminin tout court, depuis des années, depuis la fin de l'ère d'Ivan, en fait, même un peu avant bah non, même pas, même avant, puisqu'il y avait encore Trish, tout ça, ça a toujours été un peu l'atout caché, en fait. Quand tu regardes. Que ça soit Trish, Lita, Molly Holly, Ivory. Après, oui, effectivement, à l'époque, c'était moins important au niveau des storylines et tout. Mais quand tu regardes, ils ont toujours eu... À l'époque, c'était Fit Finlay, je crois, qui formait d'ailleurs les catcheuses. Donc voilà, ça a toujours été l'atout caché, quoi. Maintenant, elles sont formées par Sarah Amato, quoi. Ancienne Sarah Del Rey sur le circuit indépendant.
qui est probablement une des meilleures catcheuses in-ring de tous les temps, qui a jamais été reconnue à sa juste valeur, mais elle fait un taf de dingue, mais vraiment. Non, il y a vraiment... Et pourtant... Vous imaginez pas le nombre de catcheuses qui vont arriver du côté de NXT et dans le futur pour WWE, avec le taf qu'elle fait, c'est incroyable. Ouais, non, bah, totalement. Franchement, NXT, je crois que la division féminine, c'est un des gros attraits... Enfin, pas que. Ouais, non, mais puis ça pas va, que. puis ça va monter de dingue, hein, de plus en plus, quoi. C'est surtout ça, ils vont en former un bon paquet. Là, t'as déjà un nombre incalculable de stars qui sont presque prêtes, hein. Bon, peut-être à peaufiner, tu vois, ou peut-être à mettre plus en avant encore, tu vois, mais Cora Jade, Roxanne Perez, Jessie Jane, Gigi Dolin, tout ça, c'est ultra prêt, quoi. Bon, alors, je dis pas que Sarah Amato a fait tout le taf, mais au moins, elle aura apporté d'autres connaissances, quoi. Non, oui, non, mais clairement. Parce qu'elle avait déjà catché avant, donc voilà, mais... clairement, c'est... En fait, ce qui est cool, c'est que... Alors, je vais peut-être aller un peu loin, tu seras peut-être pas d'accord, mais honnêtement, quand tu regardes la globalité du roster, je trouve que la WWE, elle est au top... elle est au top depuis quelques années. Alors je te dis pas... WWE, il est fou, hein. Ouais, il n'y a jamais eu autant mieux, hein, je pense, hein, de toute l'histoire. Hein. Après, quand je dis au top, c'est pas au top par rapport à d'autres promotions. Je parle au top par rapport à elle-même, en fait. Parce qu'après, honnêtement, tu regardes toutes les promotions principales à l'heure actuelle, que ce soit la AEW, que ce soit Impact, même si je suis pas fan, mais il faut quand même leur reconnaître ça. Que ce soit... bon, la Ring of Honor, c'est la AEW, donc c'est un peu pareil. Mais là clairement... La Game Changer, il y a que des rosters de malades, en fait. J'ai l'impression que le niveau global du catch a jamais été aussi haut. Oui. Mais globalement, WWE, en qualité potentielle in-ring, c'est probablement un des meilleurs rosters qu'ils ont jamais eu. Hein. Il y a personne vraiment qui est ultra mauvais, quoi. Enfin, je veux dire, il y en a quelques-uns qui sont pas moins bons que les autres, mais... Il y a toujours Dana Brooke, quoi. Ouais, et encore, il y a pire, quoi. Ils ont eu pire dans l'histoire, hein, comme catcheuse. Oui. Oui, bien sûr, hashtag Nia Jax, mais bon. Oui, voilà. Non, mais je veux dire, par exemple, les catcheurs qu'on pourrait citer comme pire catcheurs in-ring, ce serait peut-être Omos, Baron Corbin. Et même eux sont corrects, quoi. Ils font le taf. Enfin, ils font ce qu'on leur demande de faire, quoi. En vrai, Baron Corbin, quand il a eu sa rivalité contre Roman Reigns, ils ont eu une paire de matchs qui était pas dégueulasse. Hein. Oui. Même Omos, donc, on en parlera un petit peu plus tard, mais même Omos, hein, il fait ce qu'on lui demande de faire, quoi. Ah oui, non, bah de toute façon, ouais. Mais non, effectivement, tout ça pour dire qu'effectivement, le catch est vraiment il n'est jamais été aussi cool, quoi. Et même du côté en France, hein, le catch, j'ai l'impression qu'il y a vraiment presque une nouvelle hype qui est en train d'arriver, quoi. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une nouvelle hype qui est vraiment en train de remonter, quoi. D'ailleurs, il y a les figurines WWE qui sont vendues en France par... Merde, je sais plus comment ça s'appelle, le nom de la marque, là, qui a remplacé Toys R Us et tout ça, là, les noms de trucs de jouets, là. Ça a un nom, je sais plus comment ça s'appelle. Attends, tu parles de la chaîne de magasins, pas de la marque? Ouais, la chaîne de magasins, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ils revendent les jouets, les figurines WWE, alors que ça se vendait plus en France depuis très longtemps. Ok. Ça revient. Ils refont je crois qu'ils refont des cartes de catch et tout. Je crois que ça revient aussi. Enfin, bah voilà, c'est bien la preuve que je pense que, enfin les trucs de vente, je veux dire, ils vendraient pas si ça se vendait pas, quoi. Enfin, ils proposeraient pas le contenu. Après, ce qui est marrant en France avec le catch, quand on n'est pas fan et qu'on suit pas, c'est qu'à chaque fois, on découvre des nouveaux trucs, on a des espèces de sauts de qualité, alors que quand on regarde le catch tout le temps, on se rend compte que c'est un truc qui est plus ou moins organique, tu vois. Ça évolue au fur et à mesure, mais en France, comme on n'a pas tout, bah, c'est un peu comme quand on est passé de la fin de l'ère de WCW Nitro au WWE qui était diffusé sur RTL 9. On n'avait pas connu tout ce qu'il y avait eu entre les deux, c'était complètement fou comme période. Ouais. Même s'il n'y avait pas forcément tout le temps la qualité, il y avait cette espèce d'aspect nouveauté, de trucs qui faisaient que, quoi. Non, mais je pense qu'il y a des beaux mois et des belles années à venir pour le catch, en tout cas. Ouais. Bah, le catch mourra jamais, hein. Faut pas. Ouais, c'est clairement. Ça mourra jamais, de toute façon. C'est quelque chose qui est tellement installé depuis tellement longtemps, c'est comme les comics, en fait. En tout cas, ou alors ça se réinventera sur un autre format, mais il y aura peut-être des moments où. Voilà, mais le format actuel va marcher pendant un bon moment, en tout cas avant que ça s'écroule, mais peut-être qu'un jour ça s'écroulera, mais ça marchera sous un autre format, quoi. Il y en a qui voient beaucoup les matchs cinématiques comme étant la suite et la continuité, justement, des... Possible, hein. Bon, il y en a de moins en moins, il y en a un peu moins ces derniers temps, mais... maintenant, il n'y a plus la nécessité, mais voilà, quoi. D'ailleurs, AEW a sorti le format uncut du match Hardy Compound. Bah, c'était... posté sur YouTube, je crois, d'ailleurs. C'était sympa, mais c'était pas aussi ouf que les autres matchs qu'ils avaient eu au Compound. Hein. Pas vu. Ça fait plaisir de revoir les anciens trucs, mais... Je l'ai pas regardé.
Après, il faut aussi garder en tête que c'était un main event de Rampage, quoi. Oui, voilà. Ouais. Donc, c'est pas. Oui, ils allaient pas balancer une prod à 500 000 $ juste pour un match, quoi. Oui, voilà, ouais. C'est peut-être ça aussi, quoi. Bon, il y avait 2-3, ce qu'on appelle des money. Je veux bien que la famille Kyle, ils sont pétés de pognon, mais bon, ils sont pas débiles non plus, quoi. Tu vois. Après, il y avait 2-3 money shots. Donc, les money shots, c'est les scènes, entre guillemets, les plus impressionnantes, celles que tu mettrais dans une bande-annonce de film, par exemple. Et oui, ça a un autre sens dans le monde du porn, mais on n'est pas là pour en parler. Mais sinon, ouais, c'était pas dégueulasse, hein, c'était cool, ça changeait d'habitude. Mais c'était moins marrant, par exemple, que le match qu'il y avait eu entre Hardy et Guerrera il y a une paire d'années, quoi. Ok, je comprends. Autre info du côté de WWE, Drew McIntyre, on en parle depuis plusieurs semaines. Il y a encore des informations qui sont sorties sur son évolution, sur sa situation. On apprend que Drew McIntyre, son état d'esprit en fait, c'est que il sent que il est là, mais qu'il partira à la fin de son contrat, qui est en fin d'année. La situation est quand même globalement assez bloquée, ça n'avance pas. On parle bien sûr pas forcément de son état de santé, c'est surtout la situation contractuelle, surtout voilà, dont on parle. Son état de santé, on n'a pas forcément d'informations. On sait pas trop, on sait toujours pas trop ce qu'il a. Mais en tout cas, la situation sur son contrat n'évolue pas du tout et l'entente entre WWE et Drew McIntyre est au point mort. Je pense que le souci, à mon avis, c'est qu'il va être peut-être un petit peu plus mis en avant et peut-être une autre salaire et a priori. Il a pas eu de peau quand tu regardes lui et puis une paire de talents d'NXT à l'époque, c'est eux qui ont fait tenir les Bleus pendant la pandémie. En fait, il est tombé au mauvais moment, quoi, vraiment. Ouais, et il a jamais été. Enfin, après, je suis pas forcément d'idée qu'il faut dire t'es un tel champion pour le remercier, mais il aurait mérité de regagner le titre contre. Enfin, en tout cas, d'avoir une célébration, une victoire du titre en face à un public, quoi. D'ailleurs, au draft. Ouais, c'est pas impossible, ouais. Ça serait pour lui d'aller chercher le titre mondial poids lourd d'Euro. Bon, peut-être pas tout de suite, mais. Ouais. Ça serait un bon, peut-être un bon truc en tout cas, mais. Perso, ce que j'attends par rapport à lui, c'est qu'il en face, parce que j'aime bien quand des catcheurs que j'aime bien sont face, et qui gagne justement, qu'il ait ce moment qu'il mérite depuis. Là, franchement, depuis 3 ans maintenant. Je le sens de moins en moins, quoi. Je le sens oui, bah clairement. de moins en moins à ce qu'on le revoit avant la fin de son contrat, quoi, limite. Hein. Oui, alors après c'est peut-être un peu voir loin, mais fin d'année, a priori c'est novembre-décembre, ça arrive. Oui, enfin on est quand même campé. Hein. C'est pas la EW, c'est pas là où ils vont te mettre à part si tu t'appelles Eric Young, ils vont pas te garder de côté pendant 10 mois en te payant. Hein. Ça arrive quand même assez vite, quoi. D'ailleurs, pour. Il y a Titus O'Neil qui est encore sous contrat. Hein. Oui, mais lui, il fait du boulot. Oui, il a tout le contenu public, tout ça. Il est presque plus catcheur, hein, globalement. Oui, bah oui. Et puis respect pour lui parce que c'est celui qui a pas hésité. D'ailleurs, ça lui a fallu lui coûter son boulot quand il avait, je sais plus pour quel truc, ils étaient réunis tous sur la scène et il avait bougé Vince McMahon pour qu'une nana puisse passer. Il avait se faire virer à cause de ça. Ah ouais, non, mais il fait beaucoup de choses, Titus O'Neil, pour le racisme, le harcèlement, enfin contre justement, hein, bien sûr. Oui, c'est pas Vince McMahon, quoi. Il fait beaucoup de choses, même je crois que il avait Darren Young qui était en équipe avec lui, qui était un des premiers catcheurs à ouvertement indiquer qu'il était gay, enfin. Ouais. Et voilà, ça, enfin, je veux dire, le gars était très très ouvert sur les sujets, il a toujours. Donc ouais, non, c'est un très très bon représentant public en fait pour WWE, justement pour tous ces programmes anti-haine globalement, quoi. Oui, il est. C'est un catcheur pour lequel j'ai énormément de respect, pas forcément pour le travail en ring, mais. Le Titus World Slide, on ne dira jamais, quoi. Worldwide. Non, mais du World Slide. Quand il s'était cassé la gueule. Là, ah oui, c'était au Greatest Rumble, si je dis pas de bêtises. Le fou rire des commentateurs. Ah putain, je me le suis revu il y a pas longtemps, mais ce moment il est incroyable. Le pire, c'est qu'en vrai, il aurait pu se faire très 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 mal. Hein. Oui, mais ça, c'est des trucs que tu peux pas écrire par avance, c'est du coup. Ah oui, bah clairement, oui. C'est le meilleur truc, quoi. Clairement. Tout ce qui est imprévu, pas écrit à l'avance, c'est là que c'est les meilleurs trucs, quoi. Ah, c'est comme à chaque fois ces temps-ci quand t'avais les promos de Sami Zayn avec la Blue Line et que tu voyais toujours, t'avais même Jey Uso qui était censé à ce moment-là pas l'apprécier, qui se retenait d'exploser de rire. Roman Reigns qui se retenait même pas. Ouais. Et puis évidemment. C'est là que t'as des trucs, c'est là que t'as les meilleurs trucs en fait, hein, quand c'est imprévu.
En live télé, de toute façon, tout ce qui est toujours imprévu, c'est là que c'est toujours le plus drôle. Mais vraiment, c'est là qu'il y a les plus grands moments, enfin. Je me rappelle, il y a quelques années... Truc tout bête, hein, mais quand t'as des compilations, des fois, à la télé, tu sais, des plus grands moments de l'histoire de la télé et tout ça, c'est que des trucs en direct, en fait. Oui. Parce que généralement, c'est des trucs imprévus. Ça me rappelle une paire d'années, t'avais Triple H qui devait faire une promo quand il était avec la DX et il y arrivait pas, il fait putain, donnez-moi un break, on est en live quand même. Enfin, c'était pareil, c'était spontané, c'était super drôle. Mais bon. Et puis en plus, ça colle avec le côté DX de tout prendre Oui. la rigolade. Oui. Autant Triple H, par moment, j'ai eu du mal avec lui en tant que catcheur, autant tout ce qu'il a toujours fait, c'était fake passion en fait. John Michaels, les promos, la DX, à chaque fois, il sortait des conneries, mais le Triple H, il était mort de rire parce que t'as l'impression qu'il était pas au courant des conneries qu'il allait sortir son pote. Ouais, non, c'est vrai qu'effectivement, ça donne toujours des moments très spontanés. Donc voilà, ouais, non, mais le live télé, de toute façon, il y a que ça de vrai, hein, si vraiment tu veux sortir des bons trucs. Bah, d'ailleurs, c'est pas compliqué, mais à chaque fois, quand tu regardes les tentatives d'humour de la VE qui fonctionnent, c'est des trucs qui ont été faits spontanément. Et quand ça marche pas, tu sens que c'est des trucs forcés, tu sais. Genre, tu devais avoir Vince McMahon en train de gueuler dans les oreilles de Michael Cole de se faire telle ou telle vanne, ou... T'avais eu un truc comme ça me fait mourir de rire à l'époque du WrestleMania, quand il y avait encore le confinement. Quand il y avait le WrestleMania où c'était de la pluie, il s'était mis à pleuvoir comme pas possible. Oui. Celui où ils avaient dû attendre une heure avant de commencer. Et t'avais Michael Cole qui avait fait une vanne. Alors je sais pas si c'était de lui ou de Vince McMahon, mais tu voyais, t'avais Samoa Joe qui était au commentaire à ce moment-là, qui était en mode putain. Genre tu vois. Le premier show confinement que tu sens qui a été écrit à l'arrache avec Triple H qui faisait tous les rôles caméraman, commentateur. Le coup de la bouteille d'eau pendant son entrée qui lui est confisqué. Celui-là, il est incroyable. Tu Ouais. sens que c'est des trucs qui ont été écrits au dernier moment, en fait. Enfin, ou même limite improvisés, quoi. Enfin, La période du confinement, je le dis toutes les semaines, mais c'était vraiment une capsule, un truc totalement what the fuck qui a pas eu de doom négatif. Steve Austin, sa promo, alors qu'il y a Ah ouais, personne. ouais, non, quand même pas, faut pas abuser. On a le même débat à chaque fois, hein. Je suis sûr, depuis le début de l'émission, on en a parlé au moins facile une dizaine de fois, hein. Moi, je trouve ça lunaire, quoi. C'est tellement. Mais tu revois ça maintenant, tu fais, non, mais franchement. Bah, c'était une autre époque, hein. C'est con à dire, mais pour le coup, c'était vraiment une autre époque, hein. C'était comme Chris Jericho qui avait reparlé il y a quelques mois de sa rivalité avec Orange Cassidy avec le match où il fallait envoyer l'autre dans le bac à... Et il disait, bah oui, c'est sûr que c'était un peu cheesy, mais en même temps, c'est ce qu'on avait besoin, en fait. Oui. On avait besoin on avait besoin de sous-marins, on avait besoin de changer d'idée. C'est pour ça que t'avais le Stallion Standing, par exemple. Il en faut, mais bien sûr, il en faut. Il en faut. Puis en même temps, je veux dire, ça pouvait coller à la rivalité. C'était pas un truc non plus sorti de nulle part, tu vois. Donc, Oui, mais c'était pas tant ça la question, c'est juste qu'on avait besoin d'être divertis réellement et qu'ils avaient foutu le divertissement à 11, quoi. Ouais. Continuons. La mère de Trent qui les emmenait autour du ring. Oh, ça, c'était énorme. Le coup du doigt d'honneur après le match c'était Santana Ortiz. C'était énorme. Franchement, à l'occasion, si vous avez la possibilité, essayez de remater des vieux shows. Oui, c'était il y a 3 ans, mais on peut même dire que c'est des vieux shows. Pour vous dire à quel point, putain, c'était... Sur YouTube, il doit y avoir Best of Covid WWE, trucs comme ça, des conneries dans le genre. Tu vas pouvoir trouver des Best of Moment. Tu regardes Best of Moment 2020, 2021, 2022, enfin... Puis même, t'avais des trucs qui étaient involontairement nanars, genre quand ils mettaient les mecs d'NXT dans le public, et que tu sentais que les mecs, ils étaient surbriefés sur comment ils devaient réagir, tu sais. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que j'ai détesté Rick Books, parce que le mec était tellement over the top que je pouvais pas le blairer, en fait. Ah, il était... Ils avaient les catcheurs en inside et tout ça. Ouais, mais c'est... Je sais pas, ça sentait moins... été lancé comme ça, même. Ça sentait moins le... Enfin, peut-être c'est peut-être moi qui... Ils surjouaient de ouf. Oui, bien sûr, mais c'était moins... T'avais moins ce côté... T'avais plus ce côté fun, en fait, alors que là, c'était vraiment un côté briefé. Limite, c'était à la limite, si toi, t'étais pas censé croire pour les mecs de NXT que c'était du public et pas des catcheurs, en fait. Alors que justement, à la EW, bah, ils savaient que c'était des catcheurs, et puis voilà, c'était plus... Enfin, voilà, quoi. Bref, on enchaîne avec Cameron Grimes qui est bien vu par les officiels. Je cherche un petit peu mes mots. Il y a Triple H qui est un énorme fan de Cameron Grimes et qui porte de grands espoirs pour lui. Du coup, Cameron Grimes devait avoir un push assez important du côté de SmackDown. Bon, vous l'attendez pas non plus du côté au rang main event, peut-être pas, mais peut-être autour du mid-card et du up mid-card en vrai. Mais voilà, en tout cas, Cameron Grimes est très très bien vu par Triple H. Petite ruesse, pourquoi pas? Peut-être, hein. Peut-être.
Mais Cameron Grimes, clairement, c'est un catcheur très professionnel. Il a beaucoup d'expérience, donc. Je me rappelle de lui quand il était la TNA à l'époque. Je crois que c'était The Technical Caveman ou un truc du style. Où bah, c'était c'était ça quoi. Il s'est globalement beaucoup fait connaître en fait quand il était à Pro Wrestling Guerrilla, qui gagnait tous ses matchs sur des roll-up comme un troll et ça, il se foutait de la gueule de tous les fans. Enfin, c'était magistral quoi. C'était le roll-up quoi. Tu vois. C'est le genre de catcheur que tu peux lui donner, tu peux quasiment lui donner n'importe quel taf et il le fait bien quoi. Ouais, clairement. Donc du coup, Cameron Grimes, ouais, moi j'aime beaucoup. Si on continue sur le personnage comme ça, ouais, ça peut être très très fun. J'avais beaucoup aimé sa rivalité avec LA Knight autour du titre du $1 Million Championship à NXT. Ah ouais. C'est très divertissant, je trouve. J'aime bien. J'espère juste que le Ted DiBiase perd est mieux que le fils. C'est tout. Oui. Je vais pas te jeter. Ça peut pas être pire. Donc... Je vais pas te jeter la pierre sur le fait que tu balances une balle perdue sur un catcheur. Je fais que ça toutes les semaines. Donc. Ah mais Ted DiBiase fils, s'il te plaît, il risque je sais plus combien d'années de prison, avoir arnaqué plein de gens et tout. Ah bah ça colle avec la gimmick de son père, hein, c'est tout. Il l'a juste vécu à fond. Ouais, mais arnaquer des familles endeuillées, je sais pas. Ouais, effectivement, non, c'est moins fun. Voilà. Du coup, autre réaction pour un catcheur de NXT, même si pas Braun Breaker, Cameron Grimes n'est plus à NXT du coup vu qu'il a été drafté. Les officiels de WWE qui sont très impressionnés par le travail de Braun Breaker en tant que heel. C'est la raison qu'a poussé son retard d'arrivée dans le main roster. Donc pour l'instant, il reste à NXT en fait parce que les officiels veulent qu'il continue de travailler le côté heel de son personnage. Pour avoir un package complet, en fait, avoir vu un peu les deux facettes de son perso. Comme ça, il sera totalement prêt, en fait, à évoluer, que ce soit en face ou en heal. Et je trouve que c'est une bonne idée, déjà, pour commencer. Bah, c'est ce qu'on avait émis comme hypothèse quand on avait vu qu'il n'avait pas été drafté. Hein. Du coup, a priori, son arrivée dans le roster principal serait prévu peut-être pour après SummerSlam, mais on a le temps de voir d'ici là, et peut-être ça va changer. Hein. Après, je pense que s'ils le font débuter à Raw ou SmackDown, il y a des chances qu'ils le fassent débuter en face quand même, parce qu'à mon avis, il va se prendre du méga pop. Hein. Oui, c'est possible, mais je veux dire, NXT sert de lieu de formation et aussi de... Ça sert, je veux dire, de formation et aussi pour tester des trucs, donc c'est bien de tester aussi les deux facettes du personnage, quoi. Bah, en tout cas, le fait est que pour un catcheur qui a sa... Pardon, vas-y. Vas-y. Non, j'allais dire pour un catcheur qui a son expérience dans le sens strict du terme, mais dans le sens peu d'expérience, il est ouf. Ouais. Bon, son père est un gros connard, par contre, dans la catégorie des balles perdues. Mais oui, effectivement, lui, il fait un boulot de ouf. Hein. Et comme dit, à chaque fois, ça m'a fait super bizarre quand je me suis rendu compte qu'il était juste poids moyen, en fait. Il est même pas poids lourd. C'est juste qu'il est tellement massif, enfin tellement carré, tellement steak que... Ouais, c'est ça. Que du coup, on se rend pas compte, quoi. Et après, voilà, de toute façon, NXT, c'est bien, parce que c'est fait pour former les gars, donc... Je veux dire, si tu dois tester des trucs et que ça foire, c'est là qu'il faut les tester, quoi. Ah bah clairement, c'est l'équivalent de l'ancienne OVW, par exemple. Je veux dire, même si d'un seul coup, il se rend compte que son personnage, il marche pas, dans 2 semaines, il revient en face, enfin, je veux dire, tant pis, quoi. Enfin, tu donnes une quelconque explication, mais... au moins, ils auront testé, ça marche pas, quoi. Enfin, voilà, tu vois, c'est... Totalement. C'est pour ça NXT, hein. Donc même si la continuité de la story est un peu cassée, je veux dire la base d'NXT c'est ça. Bah, en vrai je l'aimerais bien dans la course pour le titre intercontinental. Je sais pas pourquoi, mais du Braun Breaker et Gunther, je pense que ça pourrait être super bien. C'est vrai que ça pourrait être stylé. Bon après tu pourrais mettre Gunther face à moi que ça ferait un bon match. Hein. Et pourtant Gunther, je sais pas chuter. Je mets face à un caillou, je pense que c'est bien quoi. Donc... Ouais clairement. C'est pour ça que je disais par rapport à moi. Bah, par contre, je sais pas pourquoi tu parles de mettre face à The Rock, mais bon. Ensuite, autre réaction des officiels de WWE. Décidément, ils sont très contents en ce moment. Bizarrement, hein, l'ambiance est beaucoup plus calme quand il n'y a pas Vince McMahon et du coup, les officiels réagissent beaucoup mieux. C'est très très étrange, hein, dis donc. Totalement. Les officiels de WWE qui sont très contents du match d'Omos à Backlash, qui est qualifié comme l'un des meilleurs matchs de sa carrière. Ce qui est pas compliqué. Je sais pas du coup si tu as vu Backlash et... oui, bien sûr. Si tu as apprécié le match d'Omos. Bah, en fait, le truc avec Omos, c'est que quand il l'utilise bien, il peut être vraiment génial. Le problème,
c'est que il a aucune crédibilité. Parce que autant il peut squasher Robert pas de nom et Jean-Michel j'ai pas de gimmick, autant à chaque fois qu'il le met contre un big name, il perd en fait. Ouais. Donc bon après ça répond pas forcément à la question. Oui effectivement le match était sympatoche, mais il a un gros problème de. C'est vrai qu'il faudrait le crédibiliser si tu veux, parce qu'Omos globalement c'est un catcheur qui t'en fera une spéciale attraction, un peu comme Strowman, un peu comme Lesnar, il est encore sur un autre level, mais. Bah Strowman moins quand même. Strowman il est quand même plus comment dire. Il est plus, je vois ce que tu veux dire, il est un peu plus intégré dans l'histoire et tout. Voilà. Ouais, je comprends. Mais Omos, oui, c'est un peu spécial attraction quand même, globalement. Et c'est vrai que une spéciale attraction, il faut quand même le rendre justement attractif, quoi. Bah oui, ouais, voilà. C'est pour ça que j'allais dire Goldberg. Lesnar a eu du pot parce que c'est pareil, depuis que Triple H avait pris le contrôle, il avait pas forcément non plus. Bon, il avait déjà une crédibilité qui était derrière, mais. Lesnar d'ailleurs, qui est plus présent que Roman Reigns sur les shows, il a manqué aucun PLE depuis le début de l'année. Bizarrement, hein, quand t'es motivé, c'est bizarre. Non, mais en plus, il fait un bon boulot. Il a fait un bon boulot en face, il était très divertissant, mais. En plus, il est pas overbooké à gagner tous les matchs et tout. Tu vois, c'est bizarre, quand t'es motivé à travailler avec des gens et tout, ça va mieux. Ah oui, non, bah. Mais en même temps, Lesnar, franchement, il a jamais été mauvais, hein. Après, effectivement, quand il avait le titre, alors qu'il était là tous les 3 mois, c'était entre guillemets, c'était certes un peu chiant, mais foncièrement, il a jamais été mauvais. Et honnêtement, tu mates son match contre Cena à SummerSlam il y a une paire d'années quand il l'a totalement squashé. Le mec a réussi à faire un bon match en faisant que des souplesses, enfin que des German. Donc ouais, carrément ouais. Mais oui, Omos, il manque de crédibilité. Début de l'année, et puis il va pas manquer le prochain puisqu'il a annoncé contre Cody Rhodes déjà, donc. Tu vois, déjà il aura fait la moitié des PLE de l'année, c'est déjà pas mal. Ouais, non, mais c'est clair. Il sera sans doute présent minimum SummerSlam sur Survivor Series, donc il en aura fait quand même pas mal. Ils ont fait une interversion du rôle avec Roman Reigns. Comment ? Ils ont interverti son rôle avec Roman Reigns en fait quand tu regardes. Oui, voilà, ouais, c'est à peu près ça. Je sais pas s'il va être présent après en Angleterre pour Money in the Bank, je suis peut-être un peu moins sûr. Mais non. Je suis pas sûr qu'il fasse le voyage en Europe, mais après c'est possible. Hein. Non, franchement, je suis super content parce que généralement quand je regarde quand on fait l'émission et tout, je suis toujours un peu blasé par rapport au tel ou tel truc. Mais en ce moment, honnêtement, je surkiffe le catch. Je surkiffe le catch. On a une qualité globale dans ce à quoi on a accès facilement. Donc pour le coup, je parle surtout des main promotions, des promotions principales quoi. Mais vraiment, il n'y a pas de. Je m'attends Raw, SmackDown, NXT avec plaisir. AEW avec plaisir. Backlash, il est passé, mais il est passé crème. Backlash, franchement. C'est dingue en plus. Ce que j'en ai vu. Le match avec Bad Bunny, Damian Priest, j'ai l'impression que je tire la gueule quand tu me fais ma transition. Le talent. La WWE qui souhaite utiliser Bad Bunny pour SummerSlam, tout le monde s'en serait étonné. Tout le monde en backstage a adoré le street fight de Backlash, a adoré les feel-good moments du match. Il y a un truc que j'ai surkiffé, alors je sais pas si c'est voulu, mais quand il avait fait son match à Mania, il y en avait qui lui avaient reproché d'avoir utilisé le Canadian Destroyer pas en finish mais en truc de transition, notamment P.T. Williams qui avait gueulé, mais bon en même temps le soir même lui disait P.T. Williams, de toute façon dès que quelqu'un utilise le Canadian Destroyer il gueule donc ouais, en même temps il avait fait un match relativement mauvais, si tu te rappelles on avait maté le truc Impact avant WrestleMania, et là j'ai vachement aimé qu'en plus ça soit le finish. Bad Bunny est un meilleur catcheur. Bon, je veux pas dire que 80% du roster, faut pas abuser, mais c'est un meilleur catcheur. Il est même carrément. Tu mets. Enfin, comment dire. Bad Bunny est un meilleur catcheur que n'importe qui pendant l'Attitude Era. Pour dire que l'Attitude Era, c'était pas ouf niveau ring, hein, mais c'est dingue, quand même. Il a mis une photo de son dos après le match, putain, il a pris cher. Hein. Comme dit, c'est comme Stephen Amell il y a une paire d'années. Quand tu respectes le business, que tu te mets dedans et que t'es pas juste là pour simplement te mettre toi over, mais que tu veux mettre over le catch. Stéphane Amell, il avait de la retenue, je trouve. Bad Bunny, il y va vraiment à fond quand même. Bon, après, Stéphane Amell, quand tu regardes son match à All-In contre Christopher Daniels ou son match à la Ring of Honor, c'est le mec, s'il veut devenir catcheur réellement, il aurait pu. Hein. C'est pas pour rien, à mon avis, qu'il a été casté dans la série Heels, qu'au passage, je vous conseille vraiment, qui est vraiment génial, dans le rôle d'un catcheur. Hein. Donc, en plus, tu le vois, ça me fait exploser de rire parce que il poste régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est très actif. Et genre, la saison 1, il était complètement ouf parce qu'il avait bossé avec CM Punk.
Là, la saison 2, il a bossé avec Batista. Enfin, c'est vraiment le respect, en fait. Que ça soit lui ou Bad Bunny, ça pue le respect pour le catch et ça fait super plaisir. Toujours pote avec Cody Rhodes. Ah si, je pense. Oh non, je pense. Ouais. Je pense. D'ailleurs, je sais pas à l'époque, je sais pas si c'est encore le cas, mais sur sa bio Twitter, il avait marqué, il avait son score de catch en fait, de match gagné, ça m'avait bien fait marrer. Bref, Stéphane Hamel, il est cool. Il y a certaines stars comme ça, hein, globalement. Ces dernières années, globalement, les stars qui sont apparues, enfin qui ont catché ou qui sont apparus, ont respecté le truc. Même Shaquille O'Neal, l'apparition qu'il avait fait à AEW, je veux dire, le mec a été plus ou moins respectueux de ce qu'il a eu à faire. Il y a des trucs vraiment Snoop Dogg, il a fait le taf, voilà. Enfin. Bah, en fait, c'est là où tu vois les personnes qui sont là parce qu'ils sont vraiment fans et qu'ils aiment vraiment ça, et puis ceux qui seraient là juste pour faire de la promo, qui ont rien à foutre là, qui savent pas comment ça fonctionne, tu vois. Mais oui. Je suis désolé, il a pas été totalement ridicule, hein. Enfin, je veux dire. Ah non, clairement pas. Et à mon avis, chez Shaquille O'Neal depuis. Snoop Dogg, Bad Bunny, tout ça là. Enfin, je veux dire, ils font largement le taf. Bah, même à l'époque, on vannait beaucoup. C'était quoi? C'était Snooki ou Suki, je sais plus. Snooki peut-être, qui est une célébrité aux États-Unis qui vient d'une télé-réalité. Même elle avait fait un putain de bon boulot. Hein. Ah, du coup, disons qu'elle avait fait avec ce qu'elle pouvait, quoi, tu vois. Oui, bien sûr, bah, évidemment. Ce qu'elle pouvait, quoi, c'est le principal. Après, quand je dis faire un méga bon boulot, c'est selon les capacités et selon le cadre quand même. C'est ça. Et suivant la durée de l'entraînement que t'as eu aussi. Maintenant, si la WWE veut vraiment taper sur le buzz à donf, ils font un match Bad Bunny-Logan Paul. Pas sûr. Moi, je pense qu'ils vont plus aller sur un Logan Paul, John Cena ou une connerie comme ça. Oui, ça risque d'arriver, mais imagine la pop, ou même la réaction générale, sans parler que du monde du catch. Si demain, par exemple, à SummerSlam, ils disent bon bah voilà, Logan Paul contre Bad Bunny, t'imagines le buzz. Et pire, c'est que ce serait avec deux mecs qui sont vraiment... Bad Bunny est over as fuck, Logan Paul, il est over as fuck. Bad Bunny, là, je sais pas vers où ils iraient pour le mettre à SummerSlam, en vrai, j'arrive pas trop à... Bah, je pense qu'il va popper de temps à autre. Ou alors ils finissent par faire un pétage de câble de Brock Lesnar, ils font un Brock Lesnar Bad Bunny. Oh putain. Mais même ça, en vrai, ça serait ouf, hein. Ça serait ouf. Ou alors ils jouent le truc de Bad Bunny qui en a marre et qui va aller chercher un titre, ils font un Bad Bunny contre Gunther. Oh, en fait, tu veux tuer Bad Bunny, toi. Mais non, mais parce que justement, en fait, comme c'est des petits gabarits, tu les fous contre des mecs super costauds. Généralement, ça sort des gros matchs, quoi. Et ouais. C'est vraiment des grosses affiches, en fait. Honnêtement, ça marche très très bien, des gros gabarits, genre Brock Lesnar, Gunther contre des poids moyens, voire poids légers. Bah après, Gunther est plus vraiment gros gabarit, hein. Oui, mais je veux dire, ça reste une grosse... Enfin, je veux dire, ça reste vraiment une attraction et ça reste vraiment quelqu'un de brutal dans le ring, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, non, mais comme dit. Après, de par le fait que c'est même pas un part-timer, Bad Bunny, c'est vraiment juste un guest, c'est quand même plus compliqué de deviner vers où ça va aller, quoi. Ouais. Mais ça marche très très bien. Bad Bunny, vous imaginez même pas la popularité qu'il a dans les pays latino-américains et même aux États-Unis. Hein. Après, faut pas oublier que Bad Bunny va bientôt partir en tournage pour le film El Muerte. Donc il sera fatalement moins facile à booker. Ça a l'air d'être quand même un bourreau de travail, hein, parce qu'il enchaîne les concerts, il enchaîne les... Vraiment, le mec, il a envie de j'ai l'impression qu'il a envie de se buter dans tous les projets dans lesquels il s'engage, quoi. D'ailleurs, ça s'est vu au dernier SmackDown où il est apparu avant Backlash, mais j'ai même l'impression qu'il a pris facile 10-15 kilos de muscle. Hein. Parce que la plupart du temps, il est habillé avec des vêtements assez amples, on se voit pas, mais là, le dernier SmackDown, quand il était en débardeur avec sa veste qu'il portait très bizarrement d'ailleurs, on voyait qu'il était plus large d'épaule que... avec le vieux logo WWE qui a été censuré sur les replays et qui va être censuré quand le SmackDown il va arriver sur le network. Ouais. Enchaînons. Enchaînons. Très très bon célébrité. Il est bon, ce mauvais lapin. La meilleure célébrité de l'histoire, en tout cas au niveau catch. Andy Kaufman. Je sais pas. Hein. Ah non, Andy Kaufman. Ça a dépassé le catch aussi. Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai. Enchaînons, tel un match technique. Du coup, Backlash, il reste une petite information du côté de Backlash sur le match Cody Rhodes Brock Lesnar qui s'est passé totalement comme c'était prévu, c'est-à-dire que Brock Lesnar qui finit en sang, etc. C'était prévu dans le script du match
Donc voilà, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient la question c'est vrai que c'est très bizarre qu'on voit du sang maintenant Oui. du côté de WWE et bah là c'était prévu. Et du coup, ça avait plus d'impact. Ah, la AEW. J'adore la AEW, mais prenez des notes, s'il vous plaît, des fois. Moins de sang, plus d'impact. Putain, j'ai l'impression d'être le Angry Wrestling Il a Nut. reçu une énorme ovation Brock Lesnar après le show. Bah, le match était cool, hein. Franchement, il était bien. Tu sentais que c'était l'épisode 1 à une suite, mais franchement, le match était cool. Hein. Ça risque de faire une trilogie, hein. Honnêtement, je serais pas étonné qu'il fasse Night of Champions et peut-être le troisième match, peut-être plus tard dans l'année en vrai. SummerSlam, ça pourrait être une bonne. Ouais, peut-être aussi, hein, ouais. De toute façon, après, Je Cody Rhodes de la lutte pour le titre pour un petit moment, quoi. Ouais. Mais c'est peut-être pas plus mal, hein. C'est ce que je t'avais dit de mettre Cody Rhodes, lui foutre Lesnar. Je t'en avais parlé, hein, de lui foutre Lesnar dans les pattes pendant quelques temps. Pour peut-être qu'il aille rechercher, bah, parce que même s'ils sont pas dans le même roster, peut-être qu'il aille rechercher Roman Reigns plus tard dans l'année. Moi je dis que c'est possible. En fait, en gros, Cody Reigns, c'est un peu comme à l'époque avec Dragunov et Gunther. Enfin, anciennement Walter, du coup. Faut que ça soit Cody. Vu comment que l'histoire a été tournée, pour qu'il y ait une logique, il faut que ce soit Cody qui gagne le titre. Ouais, je comprends. Ouais, non, mais ça. La story Dragunov, Gunther, Walter, elle était incroyable. Ouais, clairement. De toute façon, NXT UK, ils avaient des stories de long terme et tout, mais. Il y avait des trucs, mais de ouf. À une période, il y avait des trucs de ouf à NXT UK. Sur la fin, un peu moins, parce que tu sentais que les mecs, ils avaient plus envie de. Les scénaristes savaient que c'était fini, donc ils avaient plus trop envie de creuser, et voilà. Mais il y a eu des stories, mais de fou. À une époque, NXT UK, c'était le meilleur show WWE de la semaine. Hein. Ouais. Ça, on l'oublie quand même. Du côté de WWE, c'est la période des tournois en ce moment. Il se passe pas mal de choses. Les tournois du côté de NXT et du côté de Raw. Raw SmackDown, hein, bien sûr, parce qu'il y a un peu des deux. Donc ça a un petit peu avancé cette semaine. On va revenir sur le tournoi pour le titre NXT Women's Championship dans un premier temps. Le titre qui est vacant suite au départ de Indy Hartwell à Raw. Tiffany Stratton et Lyra Valkyria qui ont gagné leur match de quart de finale cette semaine. Les deux derniers quarts de finale auront lieu la semaine prochaine. Ils vont opposer Roxanne Perez à Jessie Jane et Fallon Henley à Cora Jade. Est-ce que tu as un petit pronostic peut-être sur les deux quarts de finale à venir et peut-être sur la future championne? Je vois bien une finale entre Perez et Stratton. Ouais. Je vois bien un truc comme ça. Après, comme dit, ma tête me dirait que Stratton, vu que ça fait quelques temps qu'ils veulent la pusher, j'ai l'impression que ce serait gagnante. D'un autre côté... C'est logique, en vrai. Je sais pas. Il y a un goût d'inachevé aussi avec l'histoire avec Roxanne Perez. C'est pour ça que j'aime bien le tournoi là, parce que pour le coup, t'as quand même plusieurs possibilités, quoi. Sachant qu'ils auraient pu aussi très bien, s'ils voulaient, faire un match entre Gigi Dolan et... c'est Jessie Jane, c'est ça? Ouais, ils auraient pu faire ça aussi, ça ils l'ont pas fait, ils vont sûrement avoir un match en dehors du tournoi, mais bon. Et moi je vois bien Roxanne Perez et peut-être Cora Jade en demi-finale. Bah le truc c'est que c'est pareil, Jade Perez, on a déjà eu toute la rivalité, donc. Ouais, mais faire un rematch après les rivalités, ça c'est déjà fait hein, en vrai. Hein. Oui, mais du coup, c'est pour ça que moi je dis que personnellement, je sens pas le besoin de. Non, mais c'est niveau finale, Stratton Perez, en vrai, ce serait pas stupide. Et Stratton, limite, qui gagne le match un peu en trichant ou quelque chose comme ça. Ah ouais, bah à mort, ouais. Pas d'aimer. Mais oui, je pense que vraiment, je pense que ça sera Stratton. Je pense pas qu'ils feront gagner le titre à Lyra Valkyria malgré le talent incroyable de la catcheuse, qui est probablement une des meilleures catcheuses qu'il y a dans le roster NXT en ce moment. Je suis pas du tout objectif. Totalement pas. C'est pas grave. Non, mais elle est incroyable. Ah. Moi, je suis désolé, elle est incroyable, Lyra Valkyria. Oui, non, je suis totalement d'accord. Il y a des fois où je peux débattre. Il y a des fois où je peux vraiment agréer à 100%. Et il y a des fois où c'est même pas la peine d'en rajouter, en fait. Donc oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Après... Il faut pas gagner le titre. Je pense pas. Oui, bah pas... Oui. Pas tout de suite. On verra. Tiffany Stratton, ça m'étonnerait. Bah, vu le personnage, en vrai, ça collerait totalement. Ouais. À voir. Et elle fait un taf de dingue depuis qu'elle est arrivée à NXT, depuis plus d'1 an, ouais. 1 an et demi.
Du côté du roster principal de Raw, j'allais dire du côté de Raw, non, parce que le titre, apparemment, il pourrait partir aussi du côté de SmackDown. J'ai toujours pas compris, mais toi. Alors non, je pense que l'idée, c'est que si quelqu'un de SmackDown gagne le titre, il va à Raw. Mais c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'on va en parler, le fait d'avoir dans le tournoi du titre de Raw des mecs de SmackDown, il y a un petit côté illogique. Ouais, non, mais... Enfin bref, le tournoi pour le titre World Heavyweight Championship a débuté lors de Raw cette semaine. Les matchs ont été annoncés en fin de semaine dernière après l'émission, c'est pour ça qu'on n'en avait pas parlé. On avait parlé qu'il allait avoir un tournoi, mais on n'avait pas vraiment parlé du fait que les matchs, les affiches. On a Seth Rollins qui est en finale, en tout cas puisqu'il a battu Finn Balor en finale de la partie Raw du tournoi, donc en demi-finale du tournoi. Globalement. Quand on parle de rivalité renouvelée. Hein. Ouais, voilà. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu le spot Finn Balor qui met la powerbomb dans les barricades, comme Seth Rollins avait mis sur Finn Balor. Oui, ils en ont parlé dans les commentaires avec une subtilité proche de l'inexistence. Ouais. C'est très intelligent d'avoir fait ça. Hein. Et du coup, Seth Rollins qui est du coup qualifié pour la finale qui aura lieu lors de Night of Champions. Il affrontera le vainqueur de la partie SmackDown du tournoi. Les matchs de SmackDown sont bien évidemment annoncés. On aura le droit à Edge Styles contre Edge, contre Rey Mysterio, et Sheamus contre Bobby Lashley, contre Austin Theory. Est-ce que tu as un pronostic pour les vainqueurs des matchs de SmackDown et peut-être pour le vainqueur final du tournoi? Victoire finale, c'est Seth Rollins vers lequel on semble se diriger vers là. Sinon... Bon, on en parlait avant l'émission. AJ Styles en vainqueur de SmackDown, je vois bien le truc. Ouais, c'est possible. Moi, je vois bien AJ Styles, Austin Theory en finale de SmackDown. Ouais. Non, il y a moyen. En vrai, il y a moyen. Parce que Austin Theory, avec ses fourberies, il est capable de battre Lashley et Sheamus dans... Je sais pas comment, mais voilà. Ça m'étonnerait qu'un moitié, en vrai, qui boucle un peu. Je m'excuse auprès de toi et de nos viewers éventuels. Je continue l'émission. Il faut juste que j'aille sur un site internet en même temps parce qu'il y a un petit truc assez important à faire que j'ai oublié de faire. Ma webcam a disparu aussi, donc je suis transparent. Ta webcam a redisparu? Ouais, je suis pas là. D'accord, attends. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà mettre juste le lien pour pas oublier. Enchaînons. La caméra va réapparaître. On a fini pour WWE cette semaine. Il y a pas mal d'infos également du côté de AEW. Puisque ça bouge pas mal du côté de AEW avec des mouvements de catcheurs qui sont revenus notamment cette semaine. Il y a également peut-être des plans sur des futurs bookings, etc. Et puis l'annonce du show Collision également qui se rapproche. Donc première information du côté de AEW, puisque AEW planifie d'associer Kyle O'Reilly à Adam Cole et Roderick Strong dans le futur. Ça étonnera vraiment trop personne. On sait pas du tout par contre quand Kyle O'Reilly sera disponible, puisqu'il est toujours en remise de sa blessure. Il a eu une grosse blessure au niveau de la nuque, une grosse opération. Il a eu comment ils appellent ça, les fusions des vertèbres ou je sais pas trop quoi. Ouais, non, grosse blessure. Il y a aucune date de retour. En tout cas, il se remet plutôt bien de son opération à ce qu'il se dit, mais on sait pas du tout quand Kyle O'Reilly sera disponible pour... Celui qui a pas de peau du tout, c'est Bobby Fish. Enfin, qui a pas de peau. Apparemment, il est pas ouf en coulisses, mais du coup, il s'est fait jarter discretos, quoi. Après, il était en fin de contrat et a priori, c'est lui qui a pas voulu renouveler, donc... D'accord. Oui, c'est pas... Je sais pas. Après, Bobby Fish est plus tout jeune. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais bon, vouloir associer Kyle O'Reilly, Adam Cole et Roderick Strong, en vrai, c'est pas vraiment très étonnant, quoi. C'est un peu redite, mais bon, en même temps... D'ailleurs, encore une fois... Ouais, ça serait bien de voir autre chose aussi, quoi. J'allais juste dire, par rapport à Roderick Strong, encore une fois, Chris Jericho, je suis super content de la façon dont tu utilises le W. Il va affronter Roderick Strong la semaine prochaine dans un Falls Count Anywhere match, justement. C'est pour ça que je le disais. Très bonne idée déjà pour crédibiliser Strong d'entrée si jamais il bat Jericho, par exemple. Ouais. Je pense pas qu'il le batte. Ça me paraît très bizarre qu'il le batte alors que t'as Adam Cole qui lui est vraiment en rivalité et que du coup Strong fait un peu juste pièce rajoutée. Mais je veux dire, si le match est âpre et bien disputé... Ah oui. Bon. Quand même, quoi. Oui. Voilà. Autre nouvelle ensuite avec All In qui se rapproche, d'ailleurs qui a un carton absolu au niveau des places.
crois qu'ils sont à 60 000 places vendues, un truc comme ça. Enfin, il y a plein de gens, quand ils ont annoncé que ça allait avoir lieu au Wembley Stadium, ils disaient ils vont vendre 10 000 places et le stade il va être vide. Mhm. Ils sont à 60 000 places vendues. Hein. Rien que ça. Donc voilà. Will Ospreay qui est prévu pour le show, du coup qui aura lieu le 27 août. C'est pas officiel, mais en tout cas, a priori, AEW a prévu de booker Will Ospreay. Ce qui est somme toute assez logique en vrai. Le mec est free agent. Ils sont pas stupides. S'ils peuvent booker la plus grosse star indépendante anglaise qui est disponible, ils vont pas se gêner, je pense. Ah, j'ai un doute. T'as dit AEW? T'as peut-être dit WWE? J'ai l'impression que tu... Ouais. Autant pour moi. Je suis désolé, j'ai un petit coup de... Je voulais parler de AEW. Oui, évidemment. Mais en tout cas, ils sont pas forcément stupides. Mais après, moi, Will Ospreay, voilà, je suis pas. Disons qu'il y a eu des choses pas très cool non plus qui se sont passées autour de Will Ospreay, donc. Ouais, je me rate. Mais sachant que le mec connaissait les gars, c'est pas cool. Comme on dit, hein, le pote d'un violeur est aussi un violeur, donc après. Et Dieu sait pourtant qu'on en a bossé avec. Mais bon. C'est pour ça que je soutiens pas tellement Will Ospreay. Le mec était au courant. Ah oui, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Pas ouf, clairement. Mais a priori, de l'eau a coulé sous les ponts, puisque même la Progress a décidé de rebooker Will Ospreay. Donc c'est qu'ils ont dû se dire, bon, ça va, le mec a payé. Il y a que WWE, carrément, qui s'encarre totalement l'oignon, qui a continué à le booker pendant je sais pas combien d'années. Bref. Enchaînons. Je comprends pas les Japonais, mais bon, tout va bien. Les retours, il y a eu des retours lors de Dynamite cette semaine, ça va probablement te faire plaisir. Je pense qu'on en parle et les retours, je pense qu'ils vont te faire plaisir parce que je pense que c'est des gens que t'aimes à peu près bien. Je sais de qui tu parles. Miro qui a fait son retour sur les écrans cette semaine. On n'a pas trop vu grand chose de Miro en fait, puisqu'il est apparu dans un segment backstage où il a refusé de répondre à une interview de. Merde, comment elle s'appelle René Paquette, la femme de John Moxley. Putain, j'avais le nom sur le bout de la langue et ça me revenait plus. Disons que John Moxley est le mari de René Paquette. C'est ça. Il a refusé de donner un commentaire et il est rentré dans le bureau de Tony Khan. Faut savoir quand même que le dernier match de Miro remonte à All Out 2022, donc ça remonte à pas mal de temps, et il a fait que 4 matchs déjà en 2022, donc il était déjà très peu présent en 2022. Et il n'a absolument pas catché encore en 2023, on est déjà presque à la moitié de l'année. Donc voilà, donc Miro qui est de retour a priori dans les storylines et je vais vous expliquer peut-être un petit peu pourquoi on l'a vu rentrer dans les bureaux, puisque on a vu également Thunder Rosa qui a fait son retour et qui a fait exactement la même chose globalement. Voilà. Il m'a manqué. Franchement, il m'a manqué. Thunder Rosa aussi m'a manqué. Thunder Rosa qui a priori n'est toujours pas vraiment apte médicalement, mais en tout cas ils ont décidé de la réintégrer un peu dans les stories petit à petit peut-être. Et ces deux retours télé, du coup, avec l'arrivée dans le bureau de Tony Khan, même si on n'a rien vu de ce qui s'est passé dans le bureau, ça serait en fait, du coup, pour commencer à préparer l'arrivée du show Collision et du roster Split, puisque les deux catcheurs devraient faire partie du roster de Collision, qui sera le deuxième gros show AEW, puisque Rampage va être un petit peu downgrade en tant que show secondaire. Bah, c'est déjà le cas, hein. Oui, bien sûr. Mais Rampage, en fait, globalement, toutes les news un peu, tu veux, qui traînent sur Internet, place Rampage un petit peu comme à l'époque WWE Hit, en fait. Ah oui, à ce point. Bah, WWE Dark, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, en vrai, ça va être à peu près ça, hein, globalement. C'est Rampage, oui, ça va devenir un petit peu ce que WWE Dark et WWE Dark Elevation ont été. C'est-à-dire qu'ils vont booker peut-être un gros match, entre guillemets, en main event. Et le reste, ça sera un petit peu des one-shots contre peut-être des talents indés ou des talents qui veulent essayer de construire peut-être pour le futur, enfin tout ça quoi. Voilà. AEW Dark. Ouais. Exactement. Donc voilà, Collision, ça se rapproche. Le roster split se rapproche également. Mais il faut noter que le roster split de AEW ne sera pas ce qu'on peut qualifier de hard split, un petit peu comme... Plus en fait le roster split de WWE qui est plus un hard split en fait. En tout cas qu'il l'était, on sait pas encore si... Ça sera pas cloisonné de façon inchangeable. Si la séparation des rosters actuels de WWE va vraiment être vraiment cloisonnée et si ça va commencer à naviguer un peu à droite à gauche. Mais en tout cas du côté de AEW, on sait que les catcheurs en fait seront assignés à un show. Mais ils seront pas obligatoirement tout le temps
chaque semaine dans un show. C'est-à-dire que si par exemple CM Punk est assigné à Collision, ce qui semble être sans doute le cas pour les futures semaines, il se pourrait par exemple qu'une semaine on dise les mecs il nous le faut à Dynamite, donc on va ramener CM Punk parce que exceptionnellement Dynamite comme ça a lieu à Chicago, il nous faut CM Punk. Donc on veut CM Punk à Dynamite pour attirer les gens. Par contre, bah, du coup, comme CM Punk s'entend pas avec The Elite, par exemple, du coup, t'aurais CM Punk qui serait à Dynamite la semaine-là et The Elite qui sera à Collision, du coup, cette semaine-là, tu vois. Ça serait un peu ça l'idée. Bon courage pour vendre le truc quand même. On veut pas qu'ils se croisent, ils se croiseront pas. Quoi. Bon courage pour vendre ça, parce que dire bon bah voilà, on va faire un draft, mais c'est pas trop un draft, mais c'est quand même un draft, ils ont intérêt à bien trouver comment vendre le truc. Ouais. Bah ouais, avec les bonnes stories, après tu peux toujours tout expliquer. Hein. Mon cher Declan, je suis désolé, je garde un œil sur le timing, je propose qu'on... Ouais, Voilà. il reste deux petits trucs juste. Ok. Dans 3 minutes, on a fini. Hein. Oui, à chaque fois que tu dis ça, c'est pas la question que je veux finir plus vite. Vraiment, c'est juste... Vraiment. Ah, attention, petit disclaimer, quand je dis ça, c'est parce que je suis conscient que regarder une vidéo d'1h30 qui récapitule de l'actu, c'est pas forcément le truc le plus... Vraiment, on a fini là, globalement, okay. c'est juste des compléments d'informations sur Collision et après on a terminé. Ok. Collision, du coup, ce sera le prochain show de AEW. Ce sera le samedi, la diffusion. Rampage continuera d'être diffusé le vendredi. Et Dynamite, bien évidemment, le mercredi. Pour les enregistrements de show, donc ça aurait lieu, en fait, l'AEW qui ferait Dynamite le mercredi. Et à la suite, les enregistrements du Rampage du vendredi. Et on aurait AEW Collision qui serait enregistré, du coup, qui sera en direct le samedi. Et on enregistrerait le show ROH à la suite de la semaine d'après. Donc en fait, ils feraient comme ça leur planning de diffusion et d'enregistrement de show. Ce qui est somme toute assez logique en soi. Bah, je trouve ça pas mal en vrai. Hein. Ça fait quand même après 3 heures de show le mercredi parce que pour les gens qui sont sur place, par contre, ouais, le samedi, ça fait quand même 4 heures de show parce que entre Collision et ROH. Non, les shows de la Ring of Honor ont réduit de durée. Ah ouais? Ouais, la dernière fois, ils ont fait même. Alors, pas la semaine dernière, je crois plus qu'il y avait ça, mais la semaine d'avant, par exemple, l'émission avait duré 1 heure. Et le main event, le dernier match, c'était un rewind d'il y a quelques années. Ok. Donc maintenant, c'est plus proche du 1h20, si je dis pas de bêtises. Ok. Ouais, on peut peut-être partir sur ce format-là, en vrai. Peut-être justement en vue de ça, pour pas que ça fasse trop d'heures de show, peut-être. Mais en vrai, je trouve que c'est pas mal, parce que justement, ça donne un équilibre quand justement, pour les personnes qui viennent en live, en fait, de pas se sentir biaisé. Ouais. Et ensuite, ça a été annoncé lors de Dynamite cette semaine que Tony Khan ferait une grande annonce la semaine prochaine lors de Dynamite, hein, justement. On va savoir que Tony Khan fait une grande annonce. Pas par moi, hein, mais toi. Mais bref. La grande annonce du coup de Tony Khan serait du coup l'annonce du show Collision, sachant que les droits télé de AEW avec Warner Bros Discovery vont être re-annoncés mercredi également dans la journée. Enfin, il y a un summit de Warner Bros Discovery qui va probablement annoncer a priori un renouvellement des shows télé de AEW pour 5 ans a priori. C'est ce qui serait dit. Et une extension même le prix du contrat télé qui va augmenter et tout ça. Ce qui est logique aussi en vrai, mais voilà. Ça se passe bien pour la AEW. L'arrivée de Collision et du coup Warner Bros Discovery qui aurait la main mise en fait sur les 3 shows de AEW, Ring of Honor mais à part parce que c'est une autre entreprise qui appartient à AEW mais c'est une autre entreprise. Donc voilà pour les news cette semaine. On a ratissé un peu large et en même temps on a fait l'essentiel de l'info. C'est-à-dire que c'est une semaine quand même assez calme. Ça fait du bien quand on n'a pas vraiment de mauvaises nouvelles. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose de très très mauvais cette semaine. C'est bien. Ça fait plaisir. Ça change un peu. Mais il y avait quand même des trucs très intéressants cette semaine, mais pas beaucoup d'infos, mais des trucs très intéressants. Ok. Bah écoute, c'était encore une fois une émission très sympa à faire. Ouais, c'est passé très vite. Petite heure, tranquille. Alors, merci à ceux qui ont regardé, merci à ceux qui regarderont le replay. Ouais, le replay que je vais essayer de mettre dans les temps et dans les heures cette fois-ci. Le replay, quand c'est une émission de catch, c'est le replay. Ah oui. Je suis fier de ma vanne, s'il te plaît, réagis. Ne fais pas du no-sell. Merci d'avoir regardé en live ou en différé. N'hésitez pas à partager si ça vous intéresse, si vous aimez. Et si vous aimez pas, le partage c'est quand même cool parce que comme ça nous fait un peu de visibilité. Je vous dis un grand merci et puis je vais laisser Declan finir. Quoi dire? À bientôt. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute d'autre en vrai? Merci à tous. Et puis voilà, puis à bientôt.